Oui, Baïla Amadou Traoré sur cet autre scandale. Scandale donc à la SONAP. On parle de plusieurs millions de dollars. C'est un rapport très intéressant qui Oui. doit intéresser tous les Guinéens, puisqu'il s'agit quand même non seulement de nos ressources publiques, mais aussi spécifiquement la question du carburant. On est tous concernés. Et vous savez, je vais commencer par cette petite, je ne sais pas si elle est petite, mais c'est une fâcheuse coïncidence que ce scandale soit révélé justement au moment où de la crise du carburant. au moment de la crise du carburant, que les Guinéens apprennent et dorénavant soupçonnent ceux qui sont censés gérer cette crise de se rendre coupables de possibles détournements. C'est une fâcheuse coïncidence. Et aussi, ce n'est pas juste une coïncidence, parce que quand vous regardez comme on appelle le rapport, vous voyez que certains points précis sur la marge, l'inspecteur, le rapport met en avant que certaines marges ont une conséquence directe sur le prix du carburant à la pompe. À la pompe. Je donne un exemple, par exemple, cet extrait du rapport qui dit que dans le contexte actuel, rehaussé à 150 GNF par litre, la marge de la SONAP ne nous paraît pas raisonnable et contribue davantage au renchérissement du prix du litre à la pompe et fait perdre à l'État des ressources financières. Et c'est la même chose, il y a une phrase également sur la marge trader qui dit que le rehaussement de cette marge aura un impact sur le prix à la pompe. Maintenant, donc, c'est vraiment important du coup qu'on soit édifié quand même sur d'abord quel a été finalement le rapport définitif et quelle en a été sa suite. Est-ce qu'il est resté à l'inspection générale des finances? Est-ce qu'il est resté au ministère? Est-ce qu'il a été transmis à d'autres autorités compétentes comme la présidence de la transition ou les autorités judiciaires? Maintenant, il parlait tout à l'heure, il y a deux cas. Il y a le cas effectivement de ce rapport et de la possible corruption, de possibles détournements. En tout cas, déjà, il y a des anomalies qu'il faille expliquer. Maintenant, sur la question du journaliste, moi je veux parler de ça, et aussi sur la question de cette maison. D'abord sur la question du journaliste français qui a été expulsé du territoire. Arrêté d'abord avant d'être expulsé. Voilà, qui a été arrêté avant d'être expulsé. Moi, à mon avis, au sens de nos lois, c'est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte qui doit être même protégé. Quand vous regardez d'ailleurs la loi sur la corruption, c'est prévu. Non seulement il est prévu des dispositions pour les lanceurs d'alerte concernant leur sécurité, et il est aussi prévu la participation active de la société civile à la lutte contre la corruption, puisque c'est de ça il s'agit. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose de très important. Moi, à titre personnel, par exemple, c'était mon plus grand espoir et l'une des raisons principales de mon soutien, on va dire, au discours des nouvelles autorités. Plus que, comme autant je ne m'attendais pas à titre personnel à ce qui se passe présentement. Non, autant je ne m'attendais pas à l'amélioration de la liberté d'expression ou des droits politiques sous un régime militaire, autant je m'attendais quand même, et j'avais beaucoup d'espoir, que la lutte contre la corruption soit effective. Donc, aujourd'hui, lorsque j'entends qu'un journaliste juste qui est arrivé pour faire des enquêtes et qui révèle des choses qui se basent en grande partie sur les services, un travail d'un service étatique, que ce journaliste soit expulsé à la limite, mais qu'on saisisse ses outils, son matériel de travail, et qu'on ne lui donne pas un arrêté d'expulsion, qu'on ne motive pas son expulsion. Moi je dis qu'il y a un problème.
Vous savez, le ministre des Affaires étrangères disait récemment, invoquait le principe de réciprocité. Disait que... Qu'à la part aux Guinéens qui sont souvent rapatriés de façon sauvage, selon lui. Selon lui. Et que donc, il a invoqué ce principe, qui est un principe de droit international, qui est le principe de réciprocité. Moi, je pense que, quand même, la France, à mon avis, par exemple, respecte certains principes avant l'expulsion d'un Guinéen. Par exemple, il y a souvent des voies de recours. Non seulement on vous donne le motif de votre expulsion, ça c'est un. Deuxièmement, on vous permet de faire appel de cette expulsion devant les tribunaux administratifs avant et de faire appel. Il y a des recours encore après le tribunal administratif. Donc, des informations que j'ai pu justement glaner, non seulement il ne lui a pas été notifié concrètement son expulsion, donc on ne lui a pas donné les moyens de le contester, et on a saisi son matériel sans pour autant lui indiquer en tout cas qu'il y a une procédure comme ça qui est en cours. Et s'il a été victime, et s'il a déjà eu ces mésaventures par le passé, c'était aussi dans un passé où on espérait aussi que justement ce genre d'attitude serait finalement révolu. En tout cas, ce sont des attitudes qu'on a dénoncées. Oui, maintenant sur la maison, la villa. Sur la question de la maison, ça nous ramène à beaucoup de choses. D'abord, il faut dire la justification le début de justification du directeur général de la SONAP que j'ai vu sur le site Guinée News, qui rapporte ses propos, qui dit que concernant cette maison, il dit que je suis sûr que vous pouvez vous renseigner sur la façon d'acquisition d'un domaine aux États-Unis qui est complètement différente de la façon d'acquisition en Guinée. Ce que je sais, un immobilier ne se gagne pas aux États-Unis de façon illégale. Vous allez voir avant d'acheter une maison aux États-Unis que les Américains se renseignent sur l'origine des fonds. Quand j'ai vu cette justification, j'ai dit, ah là, ça devient intéressant. C'est d'autant plus qu'il faut féliciter le travail de ce journaliste, parce que moi, la première question que je me suis posée lorsqu'il a dit que le directeur général de la SONAP aurait acheté une maison à 1 350 000 dollars, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est vrai d'abord, est-ce que c'est authentique, est-ce que le directeur général l'a acheté. Ça, et vu ce justificatif, et les éléments aussi qu'il a présentés, je pense qu'effectivement, donc, on peut dire à ce stade qu'une maison a bel et bien été achetée. Maintenant, il dit que aux États-Unis, on n'achète pas un immobilier de façon illégale. Attention, il veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont condamnées aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Ça existe. Peut-être qu'ils ont des procédures plus, qu'ils ont des procédures de due diligence plus poussées, mais il arrive que des délinquants en col blanc arrivent à passer sous les failles de sous les mailles du filet, et qu'après, qu'ils soient rattrapés par la justice américaine. Oui, l'autre aspect, c'est du fait qu'il a dit que pour acheter une villa, par exemple, aux États-Unis, il faut qu'on s'intéresse à l'origine de l'argent, la somme qui va permettre à l'intéressé d'acheter. Ça, c'est relatif. Oui. Si les États-Unis demandent, et c'est normal, un pays normal, quand vous achetez, soit vous faites une transaction de plusieurs, on demande de justifier l'origine des fonds. Maintenant, chacun peut justifier l'origine des fonds, mais personne ne dit par exemple que cette justification, elle est comme on appelle, cette justification, elle est définitive. Vous pouvez produire des papiers, vous pouvez, justement, le journaliste parle de société écran, etc. Il y a des tas de montages juridiques qu'on peut faire pour, comme on appelle, dissimuler une origine illégale de fonds. Et ensuite, c'est aussi le travail des différents services qui peuvent déceler et finalement venir vous dire, écoutez, on s'est rendu compte que les fonds avec lesquels vous avez acheté tel ou tel bien sont illégaux. Ça arrive tous les jours. Oui. Ça ramène aussi à un autre fait. Rapidement. C'était très important. Oui. Et c'est très important. Lequel? C'est la déclaration des biens. Vous savez, au début de cette transition, plusieurs voix se sont élevées pour demander aux commis
de l'État de déclarer leurs biens. Et à cette époque, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, avec cette question-là, cette question revient. Parce que comment vous justifiez, justement, par quel instrument vous pourrez dire aujourd'hui que, écoutez, moi j'avais assez d'argent pour me permettre de m'acheter une maison. Si ce n'est pas la déclaration préalable de biens qui fait qu'on sait que quand vous êtes arrivé à vous aviez cela, donc cela peut expliquer le fait. Maintenant, si vous n'avez pas déclaré vos biens, ça nous met face à une difficulté. Mais ça nous rappelle aussi, au début, on nous avait dit que cette déclaration n'était pas intervenue parce que le cadre juridique ne s'y prêtait pas. C'était comme si, en filigrane, on allait revoir le cadre juridique. On est 2 ans après, rien n'est fait. Rien n'a été fait sur cette question. Or, lorsqu'un agent de l'État, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, Sanso l'a évoqué, plusieurs anciens commis de l'État sont poursuivis pour l'infraction d'enrichissement illicite. C'est quoi l'enrichissement illicite? C'est lorsqu'un agent de l'État, on trouve que son train de vie n'est pas conforme à son revenu. Et là, c'est à cet agent de prouver justement le contraire. Donc, l'un des indices de ce genre d'infraction, c'est sur les biens, c'est sur l'acquisition. C'est si on vous voit avec une voiture flambant neuve ou bien une voiture extrêmement chère ou des bijoux extrêmement chers ou une maison extrêmement chère. Donc, lorsqu'on voit une maison aux États-Unis à 1,3 million, parce que c'est pas juste le prix de la maison qu'il faut voir, il y a aussi les questions fiscales, etc. C'est pas quelqu'un qui a 2 millions de dollars qui va acheter une maison à 1 million. Non, il faut vraiment avoir une très grande surface financière, même pour acheter à crédit une maison qui vaut 1 million de dollars. Est-ce qu'un agent de l'État... Chez nous, lorsque quelqu'un achète une parcelle à 2 milliards, c'est parce qu'il a 20 ou 50 milliards. Exactement. Est-ce qu'un agent de l'État est-ce que son train de vie, le plus souvent, pour justifier cela, le plus souvent, non. généralement, le Donc, plus souvent. je pense que les différents éléments qui sont là mériteraient au moins, les différents éléments qui sont là mériteraient au moins l'ouverture d'une enquête pour pouvoir clarifier la situation. On est d'accord. Une enquête et une injonction de poursuite peut-être. Pourquoi je l'évoque? Parce que le ministre de la Justice a fait des injonctions de poursuite pour moins que ça, et beaucoup. Alors, le ministre de la Justice, c'est à lui aussi de nous dire s'il y a des domaines réservés, s'il y a des domaines, des secteurs réservés où il ne peut pas faire d'injonction de poursuite. Dans ce cas, ça serait grave. Enfin, la CRIEF, si elle est là, c'est pour des secteurs comme ça. Le pétrole, le gaz, les mines, les télécommunications. C'est-à-dire, il faut qu'on laisse maintenant les petits Mamadou, les les 500 millions, 1 milliard là, pour aller vraiment s'attaquer au cœur de la corruption. Pour aller s'attaquer au cœur de la corruption. En tout cas, sur 100 personnes, on peut estimer au moins que... 5 milliards. Hein. Oui. Voilà. J'ai dit sur 100 personnes qui ont des parcelles de 1 milliard, on peut estimer au moins que les 60 ou 70 ont plus de 50 milliards dans leur compte.